Sécheresse, pas de panique pour le ministre de l'Environnement, mais la situation est sérieuse sur au moins 2/3 du pays. Élections législatives anticipées pour la fin mai, la rumeur est persistante, majorité et opposition s'y préparent. Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou au cœur d'un scandale politique qui pourrait lui coûter son poste. Les décès de malades du sida ont baissé de 60% l'an dernier grâce essentiellement aux nouveaux traitements. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ciel au-dessus de la France est resté désespérément clément aujourd'hui et le ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, a tenu une conférence de presse pour dire qu'elle jugeait la situation sérieuse mais pas encore alarmante. Tout de même, une cellule de crise va se réunir régulièrement. Parmi les problèmes posés par la sécheresse, celui des semis. À la limite du Gers et des Landes, par exemple, la terre est sèche et l'on attend pour semer le maïs. François Privat, Philippe Dumail. Vous voyez, c'est un dessèchement de la terre. On ne trouve pas la fraîcheur. Regardez, ces mottes sont impossibles à casser. C'est quelque chose d'assez exceptionnel à cette saison. Traditionnellement, on est plutôt ennuyé par l'humidité pour les semis de maïs. Et cette année, c'est tout le contraire. La terre desséchée sur les 200 hectares de son exploitation. En 25 ans d'activité, à la limite des Landes et du Gers, Pierre Lucas n'a jamais vu ça. Plus de 2 mois sans pluie. Alors, il préfère attendre encore quelques jours avant de semer le maïs. Pas question d'hypothéquer les réserves d'eau. Pour un néophyte, on pourrait croire que ce lac est plein. Certes, il y a de l'eau, mais il manque environ 20% des réserves pour arriver au maximum, à son niveau maximum souhaitable. Et cette eau-là, vous allez l'utiliser? Ben non, elle est trop précieuse et nous préférons la garder pour l'été. Parce que si on devait l'utiliser pour assurer la levée des maïs, ça serait très gourmand en eau. On estime qu'il faut environ 30% de nos réserves pour assurer une levée homogène de nos maïs. Afin de pouvoir travailler une terre très dure, Pierre vient d'acheter d'occasion un tracteur puissant. La semaine prochaine, coûte que coûte, il sèmera. On va, avec des outils peu conventionnels, ébranler cette terre pour essayer qu'à un cas de semer le maïs et attendre la pluie et voir l'irrigation. Si vraiment il le faut, on mettra en route l'irrigation d'ici une quinzaine de jours. Pour demain, la météo annonce même quelques ondées orageuses. À quelques kilomètres de là, dans le massif des Landes, où la nappe phréatique reste toujours élevée, même en période de sécheresse, certains agriculteurs n'hésitent pas à arroser avant de semer leur maïs. On possède désormais une estimation générale des problèmes posés par la sécheresse en France selon les régions. Un phénomène qui concerne donc pour l'instant environ 2/3 du pays. Mathieu Huchet, Philippe Ray. Relevé sur le terrain, sonde des nappes phréatiques, recoupement des informations avec Météo France. Grâce à un quadrillage du territoire, le ministère de l'Environnement, carte à l'appui, sait précisément où en sont les réserves d'eau. Et les derniers résultats sont préoccupants. Les nappes en sous-sol ont un niveau inférieur à la normale sur les 2/3 du territoire. Du Nord-Pas-de-Calais aux Landes, c'est tout l'ouest qui est touché et seul le pourtour méditerranéen est pour l'instant épargné. Alors aujourd'hui, tout le monde pense à 1976. Cette année-là, la terre craque, les agriculteurs grognent et dans l'urgence, le gouvernement de l'époque crée un impôt sécheresse. 76-97, les spécialistes refusent pour l'instant la comparaison. Actuellement, nous sommes plus secs que 76 dans certains coins du Cher, dans certains coins du Nord. Alors, je comprends que localement, on s'inquiète et on entend dire nous sommes plus secs qu'en 76. Il faut savoir que ce sont quand même des zones assez localisées. Ce n'est pas le cas général. Cette baisse des nappes a 2 explications. Depuis janvier 97, la pluie est déficitaire dans une grande partie de la France. Les réserves d'eau n'ont donc pas pu se recharger naturellement. Et les agriculteurs ont pris l'habitude d'irriguer leur culture de plus en plus tôt, pompant l'eau en sous-sol. Résultat, une meilleure gestion de l'eau s'impose. Je crois que les agriculteurs sont les premiers à être aujourd'hui tout à fait disposés à prendre en compte les questions liées à l'environnement. L'eau est nécessaire pour produire, mais il faut précisément maintenir un certain niveau de la ressource. C'est une gestion avec tous les acteurs économiques. Une réunion interministérielle se tiendra fin avril pour dresser un nouveau bilan. Si la sécheresse perdure, des mesures d'urgence seront prises. Corinne Lepage l'a dit également, de nouvelles restrictions de consommation d'eau sont envisagées dans les régions les plus touchées. Parmi celles-ci, le nord-ouest du pays et au premier rang, la verte Normandie dont les nappes phréatiques, les réserves d'eau souterraines, sont au plus bas. Caroline Marie, Régis Maté. Son métier, c'est de mesurer le niveau des nappes phréatiques.
Tous les mois, il plonge son maître dans un puits. À chaque fois, le même constat s'impose, le niveau de l'eau baisse. Un niveau inférieur à celui de l'année dernière et la situation ne va pas s'améliorer. À partir du mois avril-mai, toutes les précipitations qui peuvent arriver au sol sont reprises soit par l'évaporation, soit par les plantes. Et donc il n'y a pas de réalimentation des nappes à partir du mois d'avril-mai, c'est terminé. À quelques mètres du puits, le blé se dessèche. Les agriculteurs sont inquiets, car c'est maintenant que le blé a besoin d'eau. Il est au stade adolescent, il est au stade où il mange énormément. Il prend toute sa nourriture dans les 15 jours qui viennent. Et il souffre actuellement. Et qu'est-ce qui se passe alors s'il ne pleut pas? Eh bien, il n'aura pas suffisamment à manger, donc il sera chétif. Une crainte partagée par les éleveurs, le foin remplace déjà l'herbe dans certaines exploitations. Ce sont des animaux d'engrais, on a que des bovins ou des bœufs à l'engrais, mais ceux qui vivent que du lait, la production laitière, il faut quand même une alimentation régulière et puis en herbe à cette époque-ci, ou sinon la production baisse jour en jour, c'est inévitable. Hein. Pour l'instant, les récoltes ne sont pas perdues, la pluie pourrait tout arranger. Mais en Normandie, comme dans le reste de la France, le souvenir de la grande sécheresse de 1976 est toujours très présent. Alors que va-t-il se passer dans les prochains jours? C'est la question. Avec nous en direct de Météo France Toulouse, Dominique André, bonsoir. Bonsoir. Alors on compte sur vous pour nous dire s'il va pleuvoir ou non dans les 3 jours qui viennent. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas totalement optimistes. La situation de blocage que nous avons connue ces derniers jours est en train d'évoluer, mais l'on voit sur ces images qui simulent le futur de l'atmosphère par ordinateur qu'on va observer des entrées de nuages sur le sud de la France qui vont donner quelques ondées et quelques précipitations sous forme d'averses qui, même si quelques averses pourront être localement marquées, sur des régions comme des bassins versants, les quantités seront extrêmement faibles et ne permettront pas de résoudre les difficultés actuelles. Et encore plus, sur le nord de la France, on reste dans une situation qui va rester sèche, au moins jusqu'en début de la semaine prochaine. Merci pour ces renseignements. Merci beaucoup. Nous l'avons souvent évoqué, il est enfin prêt, le plan de circulation à Paris et en Île-de-France en cas de pic de pollution. La mesure la plus spectaculaire reste l'interdiction alternée des voitures selon que votre numéro de plaque d'immatriculation est pair ou impair. Thierry Curtet, Philippe Ray. La mesure concerne tous les véhicules immatriculés, y compris les 2 roues. La zone concernée, Paris bien sûr, mais aussi les 22 villes limitrophes, des villes desservies par le métro et les bus qui seront gratuits ce jour-là. Qui pourra rouler? Les jours pairs, ce seront les plaques paires, celles dont le premier groupe de chiffres se termine par un chiffre pair et inversement. Anecdote, si l'on connaît un jour de crise sur 2, ce seront donc toujours les mêmes qui rouleront. 2 cas pour que le préfet de police déclenche ce plan de circulation. Lorsque la pollution atteint un niveau 2 avec de mauvaises conditions atmosphériques prévues, ou un cas de niveau 3, ce sera alors automatique. Sanction, à la première faute, un simple avertissement, mais à la deuxième, l'amende pourrait atteindre un montant de 900 francs. Il y aura bien sûr des dérogations. Tout d'abord, le covoiturage, être 3 dans un véhicule qui n'a pas la bonne plaque, ou rouler au GPL ou à l'électrique. Les services d'urgence, les véhicules de voirie ou de chantier, ainsi que les transports en commun pourront rouler normalement, ne seront pas touchés non plus, entre autres, les invalides, taxis, déménageurs et les médecins. Catastrophe nucléaire aujourd'hui dans une centrale finlandaise. Il s'agissait d'un exercice réalisé grandeur nature et auquel participaient 28 pays européens. Dans l'esprit des spécialistes, il s'agit de trouver les moyens d'éviter, en cas de nouvel accident, qu'il ne se transforme en catastrophe comme ce fut le cas à Tchernobyl. Reportage Christophe Tortora, Éric Georges. Le niveau d'alerte maximum vient d'être atteint. Interdiction formelle d'approcher. De la radioactivité s'échappe de la centrale de Loviisa. Pour cet exercice, les autorités finlandaises ont imaginé la pire des situations. Le cœur du réacteur est en feu, il ne contrôle plus rien. Je pense que cet exercice est très utile. Vous voyez, ce qui se passe n'est pas réel et fort heureusement, cela se passe que très rarement. Mais nous devons nous entraîner, nous devons apprendre aux gens à réagir, nous devons les informer. En ville, les pompiers participent à l'exercice. Ils effectuent des relevés de radioactivité. Les données qu'ils collectent sont transmises à une cellule de crise. Tout se passe exactement comme dans la réalité. Le nuage se déplace, la situation s'aggrave.
Ce que nous savons maintenant, c'est que le vent déplace le nuage vers la Russie et l'Estonie. Et c'est bien le problème, le nuage radioactif ne s'arrête pas aux frontières. Et pour la première fois, 28 pays d'Europe de l'Est, de l'Ouest, d'Amérique et d'Asie sont tenus informés en temps réel de l'évolution de la situation. Ils s'échangent des données par Internet, ils collaborent, ils participent à cet exercice. En France, cet après-midi, la sûreté nucléaire a fait sa propre estimation sur les conséquences de la radioactivité sur la thyroïde des Estoniens. On a fait la nôtre et nous sommes arrivés à peu près aux mêmes conclusions. 11 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la communauté internationale montre ainsi sa volonté de s'organiser face au risque nucléaire. D'autres exercices sont prévus un peu partout à travers le monde. Un incident fictif est programmé dans une centrale au Canada. Ce sera en novembre prochain. En France, la rumeur d'élections législatives anticipées pour la fin du mois de mai est de plus en plus persistante, même si certains encore parlent de conversation de café du commerce. Reportage ce matin à l'Assemblée nationale. Véronique Saint-Olive. À première vue, rien d'anormal. Un pas vide, le président de l'Assemblée nationale va présider. Mais dans l'hémicycle, les députés ont la tête ailleurs. Tous croient désormais leur dissolution imminente. Alors on échange tuyaux et confidences et chacun évacue son stress à sa façon. L'ambiance est surréaliste et Philippe Séguin fait du Raymond Devos. Tous les débats ont de l'irréalité dès lors que planerait la menace à laquelle il n'a pas été fait allusion, fût-ce implicitement. Car imaginons que l'événement auquel il n'a pas été fait référence intervienne la semaine prochaine, tout ce qui aurait été fait dans le cadre de cet hémicycle serait juridiquement caduc. Mais voilà, comme on dit à l'Élysée depuis quelques jours, tant que les choses ne sont pas fondées, elles sont sans fondement. Alors l'Assemblée va. Élection anticipée, donc dans la majorité, on s'y déclare prêt. C'est ce qu'a dit cet après-midi François Léotard, le président de l'UDF. Prêt également dans l'opposition. Guylaine Chenu, Jean-François Chevet. Au programme, une rencontre avec des salariés menacés de licenciement. Pas de calendrier bousculé pour Lionel Jospin, à peine quelques signes d'agitation. La dissolution n'est pas une rumeur, mais bien une hypothèse. Et derrière le leader de l'opposition perce déjà le chef de campagne. J'attends tranquille que le pouvoir arrête de se désorganiser lui-même, d'agacer l'opinion et que s'il a des décisions à prendre, il les prenne. Je peux vous dire une chose en tout cas. Moi, j'attends cette décision si elle doit être prise de pied ferme. Au Parti socialiste, on se prépare au cas où. Prudent, le PS avait pris une option sur 2 étages supplémentaires dans ses locaux rue de Vaugirard. Depuis ce matin, l'option est renouvelée, de même que des imprimeurs ont reçu une commande de papier pour des affiches. Les candidats sont investis, les accords électoraux pratiquement bouclés. Reste l'argumentaire, première réunion la semaine prochaine. Nous allons nationaliser la campagne, la rendre très politique, c'est-à-dire comme ça aussi que Jacques Chirac la conçoit. C'est l'esprit même d'une dissolution. Au lieu d'avoir 1 an de débat devant le pays, on a 40 jours. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais on a tendance à simplifier un petit peu les enjeux et les méthodes. Une dissolution qui, au fond, ne serait pas pour déplaire aux socialistes. Une campagne courte pourrait redynamiser les troupes et faire oublier les récentes hésitations. Certains pensent même qu'il vaut mieux perdre avec honneur que de gagner et d'avoir à gérer dans un contexte difficile. Et parmi les raisons pour lesquelles le président de la République avancerait les élections, une raison d'ordre économique dont on n'a guère parlé jusqu'à présent. La France aurait du mal à maintenir son objectif de 3% d'inflation, critère obligatoire pour respecter les accords de Maastricht avant le lancement de la monnaie unique européenne. Et pour y parvenir, il faudrait peut-être procéder à de nouvelles restrictions budgétaires. Françoise Laborde. Oui, en effet, la crainte, c'est aujourd'hui de ne pas arriver d'ici la fin de l'année à maintenir les déficits publics à 3%, c'est-à-dire dans le cadre du principal critère défini par Maastricht. Alors pourquoi cette crainte? Eh bien parce que d'après une des nombreuses notes confidentielles du budget, les recettes fiscales ne seraient pas à la hauteur des attentes et que les dépenses ne diminuent pas autant que prévu. La TVA rentrerait moins bien dans les caisses, l'impôt sur le revenu a déjà été diminué et les cotisations sociales stagnent.
D'ores et déjà, 10 milliards de crédits ont été gelés et le gouvernement est prêt à annuler, si besoin, des dépenses supplémentaires. Alors, s'agit-il de préparer un plan de rigueur? Non, dit-on au gouvernement. Il s'agit uniquement de s'adapter et pour l'heure, il n'y a pas de dérapage, affirme le ministre des Finances. Pas de dérapage, mais suffisamment de signaux pour qu'on s'en préoccupe, alors qu'on l'appelle rigueur, ajustement ou adaptation. Le risque, c'est bien d'être obligé de prendre des mesures forcément impopulaires et qui tomberaient fort mal dans le calendrier électoral. C'est sans doute aussi l'un des éléments qui expliquerait la dissolution de l'Assemblée et les élections législatives anticipées. Merci. Des mineurs des houillères du bassin de Lorraine ont envahi la nuit dernière les locaux de leur direction à Frémin-Merlebach afin d'appuyer les négociations salariales qui ont lieu actuellement à Paris. L'occupation s'est terminée en début d'après-midi dans une certaine confusion, les syndicats n'étant pas d'accord quant à la conduite à tenir sur la suite des événements. Jacques Calvet, le PDG de PSA, a annoncé aujourd'hui un plan social chez Peugeot, prévoyant 800 suppressions d'emplois d'ici à septembre 1998. Les comptes de Citroën sont en baisse également, un bénéfice de 734 millions de francs, 57% de moins qu'en 1996. Les causes, la concurrence sur les prix et le marché en baisse. La commission de contrôle des écoutes téléphoniques en France a présenté aujourd'hui son rapport annuel. Les écoutes officielles sont en hausse, 1540, principalement en raison du développement des téléphones portables. Le vrai problème se pose au niveau de la prolifération des écoutes dites sauvages, dont le nombre est estimé à environ 100 000. Le président de la commission, Paul Boucher, insiste pour qu'on légifère dans ce domaine, notamment pour ce qui concerne le contrôle de la vente de matériel que l'on trouve très facilement dans le commerce. Reportage Agnès Varamian, François Granier. C'est la dernière bataille de Paul Boucher. À quelques mois de la fin de son mandat, le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité veut plus de pouvoir pour lutter contre les écoutes sauvages. Il l'a dit ce matin, répété à la presse, 100 000 écoutes illégales par an et la Commission n'a aucun moyen d'agir. Dans le commerce, des catalogues proposent librement du matériel. Ici, les micros ne sont pas illégaux, les émetteurs miniatures le sont. Ce micro-espion est un micro-émetteur. Il a ici une pastille qui permet donc de recevoir les sons. Il peut être dissimulé sous une table, sur une armoire, dans un faux plafond. Et pour le recevoir, on utilise une radio simple. Ce matériel est complètement illégal. Du matériel, des prestations aussi. Nous nous sommes rendus dans une société de gardiennage. Notre demande, écouter le téléphone d'une jeune femme, illégal, mais possible. C'est le prix du risque en fait. C'est le prix du risque, oui, c'est pas... C'est entre 3 et 5 ans, et 300 000 plates. C'est ça. Et nous quitterons le commerçant en sachant piéger un téléphone. Aujourd'hui, 40 sociétés sont autorisées en France depuis longtemps à fabriquer du matériel d'écoute, pour la justice notamment. Des sociétés sans aucun contrôle et qui se cachent parfois derrière une toute autre activité. Nous avons notamment une personne dont l'activité est la vente de quincaillerie sur les marchés. Donc il nous semble qu'une petite vérification serait la bienvenue. D'autres personnes, semble-t-il, dont l'activité principale serait la vente de petits électroménagers. D'autres, la réparation automobile. Donc on ne peut que s'interroger sur la pertinence de l'injonction des deux commerces, des appareils d'écoute et la réparation de voitures. Le mois prochain, l'Assemblée nationale débattra et devrait donner à la Commission les moyens de court-circuiter les écoutes sauvages. En juillet 87, un torrent cru avait dévasté, souvenez-vous, le camping du Grand Bornand en Haute-Savoie, faisant 23 morts. Dans un premier temps, la justice avait écarté la responsabilité de l'État et de la commune. En appel, eh bien, le commissaire du gouvernement a plaidé exactement le contraire. Didier Guyot, Jean-Claude Martin. C'est affreux, je crois qu'on peut pas, c'est pas une réalité, c'est vraiment quelque chose d'affreux. Je crois qu'on peut pas le raconter, il n'y a pas de mots pour définir. 14 juillet 1987, en quelques minutes, des tonnes de boue dévalent de la montagne. Des pluies diluviennes emportent tout sur leur passage. Tentes, caravanes, voitures sont balayées par le torrent de Borne. Le camping du Grand Bornand est dévasté, on comptera 23 morts. 10 ans après, les familles des victimes se battent encore pour dénoncer les responsabilités dans cette tragédie. Ce 14 juillet 87, Brigitte Régnard a perdu toute sa famille. J'ai toujours dit le jour où ça s'est passé que je me battrai jusqu'au bout. En juin 1994, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que tout cela était la faute de la fatalité. Cette tragédie était imprévisible. Un jugement qui scandalise. Les familles des victimes ont fait appel et ce matin, toute une nouvelle fois, ont développé leurs arguments. Des crues avaient déjà eu lieu au même endroit. Ce camping était donc un camping à risque. Il n'y a pas là de fatalité. Force est de constater qu'il n'y a
une défaillance des autorités administratives en la matière et qu'on fait à chaque fois primer des considérations économiques, soit sur la protection de l'environnement, comme je le dis, soit plus grave encore sur la sécurité des personnes. On peut estimer que la notion d'imprévisibilité, on peut en discuter juridiquement des jours, des heures, des années entières. En montagne, les torrents débordent depuis des années. La Cour administrative d'appel rendra son jugement dans une quinzaine de jours. Et si la commune et l'État sont condamnés, alors d'autres campings à risque pourraient bien se retrouver montrés du doigt. Une très bonne nouvelle en matière de lutte contre le sida. Grâce au développement des médicaments qui sont désormais administrés de manière combinée, les statistiques de décès ont considérablement chuté l'an dernier, 60% en moins. Tout de même, 970 personnes sont mortes en France du sida en 1996 et 4700 cas se sont déclarés entre mars 1996 et mars 1997. Gilles Marinet, Pierre Moscovici. Première gélule, il est 8 h du matin. Commence pour Serge une longue journée de traitement, une multithérapie qui combine plusieurs médicaments. Alors ce médicament se prend 3 fois par jour, matin, après-midi et soir. Celui-là se prend également 3 fois par jour, donc vous voyez que ça fait un horaire quand même bien chargé. Si le traitement est contraignant, le résultat lui est spectaculaire. Serge était dans un état critique. En quelques mois, il retrouve vitalité, espoir. C'est vrai, ça c'est une grosse différence. Par contre, je ne me permettais aucun projet. Auparavant, je vivais dans le présent, point. Et maintenant, je réfléchis en termes d'années à venir, en me disant que j'aimerais bien retourner à la terre. Moi, j'adore la terre, les plantes, ou peut-être retourner dans les pays tropicaux où j'ai déjà vécu. Alors qu'avant, c'était même un non-sens ne serait-ce que de réfléchir à ça. Malheureusement, 20% des malades résistent encore à ces traitements. L'espoir pour eux, c'est la recherche, c'est l'apparition prochaine d'une nouvelle génération de molécules. Des molécules qui seront beaucoup plus faciles, qui se prendront une fois par jour, qui seront plus puissantes. Et donc finalement, on peut imaginer que pour avoir le même effet antiviral, demain on puisse prendre seulement 2 ou 3 gélules au lieu des 10-12 par jour. Le sida sans la mort, les médecins et chercheurs commencent sérieusement à l'envisager. Mais le médicament absolu, c'est encore et ce sera toujours la prévention. Actualité internationale, tempête au sommet de l'État en Israël. Un scandale politique menace le Premier ministre Benjamin Netanyahou, soupçonné d'avoir protégé un des chefs de parti de sa majorité accusé de corruption. Cette affaire est entre les mains de la justice et pour écouter son poste au Premier ministre. Sur place à Jérusalem, Charles Anderlin. Benjamin Netanyahou n'a aucune intention de démissionner. C'est devant des militants du Likoud qu'il a fait cet après-midi sa première apparition depuis qu'il sait que la police demande sa mise en examen. Ses supporters scandent « Bibi, roi d'Israël ». Et il leur promet « Nous garderons le pouvoir jusqu'à l'an 2000 et même au-delà ». Il est en effet persuadé que le procureur de l'État ne le mettra pas en examen pour fraude et forfaiture, car la police fonde ses conclusions sur un seul témoignage. En tout cas, selon les experts, si le procureur décidait l'inculpation, il devrait démissionner. Selon la loi, il ne doit pas le faire, mais une ancienne jurisprudence de la Cour qui a déjà obligé un ministre, un ancien ministre qui est actuellement donc en jugement, de démissionner. Je suis certain, en tout cas, que la Cour serait très rapidement saisie de la question. À ce moment-là, il y aurait des élections en Israël. Alors, si le Premier ministre démissionne, il y a des élections. Je crois qu'il faut faire une importante distinction entre la démission personnelle du Premier ministre, qui entraîne des élections pour le Premier ministre et non pas pour la Knesset. Si par contre, c'est la Knesset qui vote la censure au gouvernement, alors là, il y aurait des élections pour le Premier ministre et pour la Knesset. La gauche, Shimon Peres en tête, réclame à corps et à cri, sinon la démission, du moins la suspension de Netanyahou jusqu'à la fin de la procédure. Le pouvoir en Israël est paralysé par ce scandale, au moins jusqu'à la décision du procureur de l'État dans quelques jours ou dans quelques semaines. Cela veut dire que les efforts pour sortir le processus de paix de l'impasse sont au point mort. Une situation qui, au Proche-Orient, est toujours dangereuse. En Algérie, les massacres se succèdent à moins de 2 mois des élections législatives. Les commandos islamistes sèment la terreur. Ils n'observent aucune pause, même celle de la fête religieuse de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton, pourtant respectée dans tout le monde musulman. Thierry Tuillier. C'est une des rares images de Blida. Une ville meurtrie,
cible privilégiée du terrorisme. Blida, au sud d'Alger, a subi un nouvel attentat dans un marché, hier après-midi. Bilan officiel, 7 morts, 26 blessés. Ce matin, le rituel musulman du sacrifice du mouton a été respecté. Mais... Pas comme d'habitude. Franchement, il me semble que l'Aïd, il a perdu son charme. Comme pendant le ramadan, cette fête sacrée a été souillée par la violence. Vendredi dernier, 22 habitants du village de Ména ont été égorgés. 2 jours plus tard, 31 villageois de Chebli ont subi le même sort. Sur ce dernier massacre, il y a d'abord ces photos prises quelques heures après le départ des assassins. Dans cette pièce, dont le sol est recouvert de sang, une famille entière a été décimée. Les survivants pleurent leur mort. Les enfants, nous apprend le quotidien El Watan, ont été épargnés. Abdesmi, 6 ans, dont le témoignage est rapporté, parle des agresseurs de ses parents. Je les ai vus faire, j'ai pleuré, crié de toutes mes forces, mais eux, ils ont continué à les égorger un à un. Mais l'Algérie vit une situation paradoxale entre guerre et paix. À Alger hier, c'était la fête des jeunes, une séance de défoulement, un pied de nez aux islamistes radicaux. Maintenant, il y a 2 sociétés qui s'opposent. La société qui vit, c'est celle-ci, et dont je me flatte de faire partie, et puis l'autre société que nous vaincrons, quoi qu'il arrivera. Ça a duré une bonne partie de la nuit, comme si chacun se refusait à refermer la parenthèse d'un bref moment de répit. Et le ministre de l'Intérieur français, Jean-Louis Debré, annonce dans une interview au Progrès de Lyon qu'il renforce localement en France donc le plan Vigipirate, notamment en raison des prochaines élections législatives en Algérie. Le chef spirituel des bouddhistes, le Dalai Lama, est en France pour un voyage de 2 semaines, en visite à Caen aujourd'hui. Il s'est déclaré en faveur de la diversité religieuse. Il est bon, dit-il, qu'il existe un supermarché des religions où chacun puisse prendre ce qu'il veut. Révélation terrible d'organisations religieuses suisses et canadiennes. Au Soudan, des hommes, des femmes, des enfants appartenant à la minorité chrétienne et animiste du sud du pays sont vendus comme esclaves, parfois même vers l'étranger, notamment l'Arabie Saoudite. Une équipe de cette organisation caritative s'est rendue sur place pour racheter plusieurs de ces esclaves dont le prix moyen leur a été fixé à 626 francs. François Cornet. Nous sommes au Sud-Soudan, où vivent les Dinka, minorité chrétienne et animiste, considérée par le régime intégriste de Khartoum comme rebelle à l'islam. Dans ce village, les chasseurs d'esclaves venus du Nord ont enlevé voici 2 ans 284 hommes, femmes ou enfants, et en ont massacré 290 autres avant de les jeter dans cette fosse commune qui servait de latrine et de brûler leurs maisons. Un trafic courant, semble-t-il, d'après Christian Solidarité Internationale, une organisation humanitaire non gouvernementale suisse qui en a découvert l'existence et qui s'est rendue sur le terrain. Des témoignages effrayants des survivants, comme celui de ce vieil homme. Les chasseurs d'esclaves m'ont crevé les yeux alors que j'essayais de fuir, mais ma femme et mes enfants ont été enlevés avec les autres et emmenés vers le nord. Je ne les ai jamais revus. Ce qu'il y a de plus effroyable et de plus répugnant dans ce trafic d'esclaves, c'est qu'en fait ces esclaves, après avoir été vendus dans le nord, sont rachetés par d'autres trafiquants, toujours extrémistes musulmans, qui les redescendent comme ceux-ci dans le sud pour les revendre à leur propre famille. Entre-temps, pour tous, c'est la traversée de l'enfer. La transaction s'effectue sur ce marché aux esclaves. J'ai été enlevé dans ce village avec mes 3 enfants. 2 sont morts de soif sur la route. On m'a retiré le 3e. Dans le sud, j'ai été battu et violé. Ensuite, on m'a vendu à un bordel. Moi, j'ai dû travailler dans une ferme pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été vendu comme concubine contre 5 vaches. Je ne mangeais que du grain, comme les chevaux. Les représentants de l'organisation caritative venus avec des livres soudanaises ont racheté à ce trafiquant 58 esclaves dans ce village pour les rendre à leur famille. Prix de l'esclave, l'équivalent de 626 francs français. Le trafiquant a fixé lui-même le prix en annonçant qu'il aurait rapidement d'autres livraisons. Retour en France avec un plan social chez Bata, le fabricant de chaussures installé à Mousset en Moselle. La direction prévoit un plan de 300 suppressions d'emplois, dont une centaine de licenciements secs.
la chaussure française est en crise, il faut le savoir. En Europe, ce ne sont que les fabricants très spécialisés qui peuvent survivre et même progresser cela, spectaculairement. C'est le cas des fameuses Doc Martens. Il y a 30 ans, ces godillots ont été inventés par un médecin, le docteur Martens. Fabriquées aujourd'hui en Angleterre, elles se vendent par dizaines de millions d'exemplaires par an. Le Dalai Lama, Madonna et Jean-Paul II en sont des adeptes. Notre enquête de ce soir, menée par Nicolas Vinclair et Yves Ginca, est intitulée « Une grosse pointure ». Ils étaient punks, ils en avaient fait leur emblème. On les a aperçus sur les chemins de la sagesse et sur ceux de la haine avec les skinheads. On les a vus sur les planches avec Madonna. Le Vatican aussi a ses très saintes paires. En somme, avec les Doc Martens, tous les pieds du monde se donnent enfin la main. Vous êtes à 200 km au nord de Londres. Plus de 10 millions de paires sont sorties de ces chaînes de fabrication l'an dernier, ce qui fait du groupe Griggs, l'heureux détenteur du brevet, le premier fabricant européen de chaussures. La botte secrète, c'est un coussin d'air inventé par le docteur Martens, un médecin qui voulait en faire une chaussure orthopédique. La première est sortie d'ici en 1960 et 37 ans plus tard, la famille Griggs dort grâce à ce coussin d'air sur un vrai coussin d'or. Je pense que Dr Martens, aussi bien à l'étranger qu'ici même en Angleterre, est connu essentiellement pour son côté authentiquement britannique. C'est comme un petit morceau de notre culture pop. Et je crois que le consommateur qui achète notre produit achète un petit morceau de cette culture pop. Ce devaient être au départ des chaussures pour les ouvriers ou les agriculteurs. Mais à ceux qui prétendaient qu'elles ne seraient jamais autre chose que de bons gros godillots, ces chaussures ont fait ce qu'il convient d'appeler un formidable pied de nez. 4000 m² à Covent Garden, au cœur de Londres. Un magasin à la gloire de la marque. Et tout va bien, merci pour eux. Les affaires tournent. Doc Martens s'exporte plus que bien, puisque 70% des chaussures partent à l'export. Un phénomène de mode unique en son genre, il dure depuis maintenant plus de 30 ans. On a depuis créé une infinité de modèles. La clientèle de ce magasin, c'est 90% de touristes. Bref, il y a ceux qui aiment traîner leurs baskets au musée et les autres, ceux qui préfèrent le shopping. Difficile de se racheter. Tell me, what is la région dont you are venir? Paris. Paris. Qu'est-ce que vous ramenez comme souvenir d'ici? De Londres? Je comptais revenir avec une paire de Doc. On vient à Londres pour acheter les Doc. Vous allez en acheter combien? Combien on va en acheter? Une paire chacune. Ouais, une paire chacune. En fait, vous êtes venu pour trouver chaussures à votre pied. Exactement, on est venu pour ça à Londres en fait. Vous êtes prêts pour le voyage? Alors on quitte Londres pour Bordeaux. C'est ici en effet qu'est installé l'importateur français. Les consommateurs de l'Hexagone, eux aussi ont adhéré. La société connaît une croissance exponentielle, un chiffre d'affaires qui a doublé de façon régulière d'année en année. Aux dernières nouvelles, c'est-à-dire l'an dernier, 800 000 paires ont trouvé pied à leurs chaussures. L'une des forces de la marque, c'est sa présence dans plus de 1400 points de vente. Mais hélas, quand tout va bien, il y a aussi la rançon du succès. Doc Martens n'a jamais cessé de plaire, mais n'a jamais cessé aussi d'être copié. Et copier sur son voisin, c'est pas beau, c'est vilain, 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 vilain. Nous avons là une paire de Dr Termans qui vient d'Espagne, je pense, et qui ressemble pas mal à une paire de Doc. Là, vous avez deux fabrications italiennes qui sont assez proches également. Donc, les caractéristiques essentielles de nos produits sont repris, donc surpiqûre jaune, trait-pointe noire, semelle striée, voilà, et translucide. Des punks et des skinheads, des cadres et des ouvriers, le pape et le Dalai Lama. Si tous les pieds du monde se sont ainsi donné la main, c'est que Dieu et le diable portent peut-être la même paire de souliers. Cinéma maintenant avec la sortie d'un nouveau Roméo et Juliette, une énième version de l'œuvre de Shakespeare, mais celle-ci décoiffe. Les deux jeunes amants sont des héros d'aujourd'hui et les puristes auront sûrement de quoi être choqués. Pascal Deschamps à Yann Jiquel. Sous le soleil d'un pays imaginaire, une jeunesse dorée se livre une guerre sans merci.
face à face, des Capulets et des Montaigu revivent des haines ancestrales. Si le texte de Shakespeare n'a pas été modifié, les images de cette adaptation ne ressemblent à aucune autre et ne feront pas l'unanimité. Un univers signé Baz Luhrmann, le petit frère australien de Tarantino, qui revendique tout à la fois audace et fidélité. On me dit, t'as fait un clip d'MTV, je ne prends pas ça du tout pour une insulte. Un film à la mode, pourquoi pas, c'est ce que voulait Shakespeare. Il utilisait absolument tous les moyens pour réussir à attirer l'attention des 3000 spectateurs bourrés, gueulards, trépignants des théâtres à l'époque. Il était en concurrence avec l'alcool, la bagarre et la prostitution. Est-ce que mon cœur a aimé jusqu'alors? Jurez que non, mes yeux, car je n'avais jamais vu la vraie beauté jusqu'à ce soir. La ville reconstituée par Baz Luhrmann se veut un mélange entre une cité élisabéthaine de l'époque de Shakespeare avec ses excès et sa violence et une ville de Californie aujourd'hui avec ses laissés pour compte. Histoire de dire que les vérités humaines décrites par Shakespeare traversent les époques et les frontières. Si vous enseignez la haine à vos enfants, la haine de ceux qui ne portent pas le même nom, qui n'ont pas la même couleur de peau ni la même religion, ça se terminera toujours par une tragédie. Après le Richard III d'Al Pacino et avant le Hamlet de Kenneth Branagh au Festival de Cannes, ce film prouve que les adaptations des pièces de Shakespeare sont aussi diverses que les sensibilités de ceux qui s'y attaquent. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, 20h50, envoyé spécial, 23h10, les Innocents, invité de Taratata, 13h demain, Philippe Lefay, et demain soir, à cette même place, Bruno Mazur. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.